Des esprits curieux échangent autour des enjeux, des défis et des solutions pour un avenir plus durable. Vous écoutez l'Instant Climat avec l'Alec Lyon. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Climat où aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Aurélie Béniez, qui est une invitée qui aborde la transition écologique et fait face au changement climatique au travers d'un domaine bien particulier, à savoir la psychologie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Donc tu es psychologue clinicienne, tu vas nous en dire un petit peu plus et tu travailles particulièrement sur un sujet qui fait de plus en plus couler d'encre, l'éco-anxiété. Donc Aurélie, merci d'avoir répondu déjà à notre invitation et je te laisse te présenter à nos auditeurs. Merci à vous de m'avoir invitée. Donc en quelques mots, Aurélie Béniez, je suis psychologue clinicienne et actuellement je suis aussi doctorante en psychologie et psychopathologie à l'université Lyon 2. Autrement dit, je fais une thèse qui porte sur le désespoir. Donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est toutes les situations bloquées, difficiles, complexes, où on se dit mais voilà, on va jamais s'en sortir. Et c'est un peu par là que je suis arrivée donc à travailler l'éco-désespoir et l'éco-anxiété qui nous réunit aujourd'hui. Voilà, alors l'éco-anxiété jusqu'à l'écosophie, on va en parler un petit peu plus tard, ou comment surfer finalement sur les vagues du changement sans toucher le fond, puisque on va pas se laisser embarquer par le désespoir, justement on n'est pas là pour ça, mais on va quand même en parler. Alors pour commencer finalement, qu'est-ce que l'éco-anxiété? Quelle définition on peut en donner? Alors il y en a pas officiel, tout du moins. C'est un concept qui a émergé en année 1997 par Véronique Lapège, qui est une médecin chercheuse en santé publique. Et en fait, c'est un néologisme qu'elle a créé pour essayer de nommer, vous savez, l'anxiété qu'on ressent face au changement climatique, face au dérèglement qui est déjà là, et surtout aussi une anxiété anticipatrice des catastrophes qui pourraient arriver suite au dérèglement climatique. 1997, donc oui, c'est pas si jeune que ça. Donc ça fait référence, voilà, si je comprends bien, à un état de stress, on peut dire ça, ou de préoccupation liée aux problèmes environnementaux dans leur globalité, alors tel que le changement climatique, qui est un problème parmi d'autres finalement. On peut citer la perte de biodiversité, la pollution. C'est vrai, quand on écoute les infos aujourd'hui, il y a de quoi se pendre, entre guillemets, des fois, comme on dirait de manière assez triviale. Oui. Ça fait vivre du désespoir, en fait. On regarde BFM, on allume. Franchement, c'est totalement désespérant. On est impuissant. On ne sait pas comment faire, quoi penser. Et effectivement, ça déprime à force. Donc, en fait, c'est des éco-émotions. Ouais, c'est ça. Et tu cites BFM ou d'autres, mais c'est vrai que finalement, comme tu viens de le dire, même par la définition, c'est pas un phénomène si nouveau que ça. Alors, il a gagné en visibilité au cours des dernières années par la fameuse prise de conscience grandissante de ces enjeux environnementaux. Tant mieux, si on en parle. Mais les médias, les mouvements écologistes, les initiatives de sensibilisation ont contribué à mettre en lumière les conséquences potentielles du changement climatique et d'autres problèmes environnementaux. Ce qui peut donc alimenter l'anxiété, l'éco-anxiété chez certaines personnes. Alors Aurélie, les personnes qui souffrent d'éco-anxiété, donc j'imagine elles ressentent souvent un sentiment de quelque part d'impuissance face à ces défis, parce qu'on parlait vraiment de défis écologiques, quand on nous dit on va sauver la planète, c'est peut-être pas le bon terme, mais justement ça peut paraître un défi. Et ces personnes peuvent ressentir une sorte de stress émotionnel en raison de cette gravité, de cette complexité de tous ces problèmes environnementaux dont on nous parle finalement tous les jours et auxquels nous faisons face aujourd'hui. Oui, totalement. C'est pour ça que c'est vraiment une palette d'émotions. Et l'éco-anxieux, c'est avant tout un éco-lucide, en fait. C'est quelqu'un qui est quand même bien accroché à la réalité et qui voit que les choses changent et que, comme tu dis, il y a ce défi qui nous attend. Et donc, l'éco-anxiété, on me demande souvent, est-ce que c'est pathologique, pas pathologique ? Nous, psychistes, il y a en fait un continuum entre le normal et le pathologique. Et en fait, l'éco-anxieux, il est déjà accroché à la réalité. Donc, en ça, c'est signe de bonne santé psychique. D'accord. Par contre, si on sent que notre anxiété, elle nous déborde, elle nous empêche de vivre notre quotidien, là, ça peut devenir plus problématique si ça dure, si c'est massif, si c'est tout le temps. Oui, c'est quand ça s'installe dans le temps et dans son quotidien, en fait. Donc, quelque part, c'est presque positif de se dire, je suis quand même conscient du monde dans lequel je vis, qui m'entoure, dans lequel je vais évoluer, où je vais faire évoluer ma vie, ma carrière, ma famille, mes enfants. C'est ça. Mais d'un autre, ça peut générer justement une sorte de blocage. Alors, comment cette éco-anxiété, elle se manifeste sur le plan justement émotionnel,
mentale chez les individus? Alors, il y a toujours deux versants de l'anxiété, hein. Donc un versant psychologique où on va ruminer, on va y penser avant de se coucher, ou dès qu'on se réveille, voilà, un sentiment d'inconfort, une angoisse qui est tout le temps là. Et aussi, ça peut se manifester sur le plan physiologique avec des palpitations, une tension nerveuse, un sentiment d'inconfort aussi, mais physiologique. D'accord. C'est pour ça que voilà, pour réduire un peu ces signes-là, il y a pas mal de petites solutions entre guillemets. Je pense à la sophrologie. Voilà, une approche corporelle, ça peut aussi permettre de détendre un petit peu ces symptômes physiologiques, mais pas que en fait. Justement, on va parler après des solutions peut-être plus durables psychiquement pour tenir la tête en dehors de l'eau, comme tu disais. D'accord. Justement, tu viens de décrire quelques symptômes. J'allais te poser la question, est-ce qu'il existe des signes qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille, comme quoi nous serions éco-anxieux sans nécessairement le savoir, justement? Tu parlais de palpitations, bon, on peut en avoir. On peut se rendre compte elles arrivent à un moment où on vient d'avoir une info liée à notre cadre environnemental ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres signes comme ça qui peuvent... On ressent quand même généralement un peu cette bouffée d'angoisse là comme on parlait quand on a ces informations. Des fois on est surinformé et voilà, le psychisme met du temps à pouvoir tout assimiler et surtout à pouvoir tout digérer. Donc ouais, on ressent vraiment ce malaise, cet inconfort et puis des craintes pour notre avenir, des craintes. Moi je reçois pas mal de jeunes, ils me disent mais voilà, à quoi bon ou quel métier je dois choisir parce que voilà ça évolue tellement vite que je sais pas comment me positionner. C'est beaucoup de crainte, de peur finalement. Finalement, nous on le voit dans nos métiers, il y a beaucoup de personnes qui sont conscientes de l'enjeu, des choses qu'il faut faire, des changements qu'il va falloir mettre en œuvre. Qui dit changement, dit crainte, hein, parce qu'on sort un peu de sa zone de confort. Mais est-ce que finalement le fait d'avoir toutes ces infos quotidiennes sur le climat, etc., ne génère pas ce qu'on entend souvent de la part de personnes qui semblent dire à quoi bon on me demande de faire des gestes au quotidien, de changer mon mode de consommation, de déplacement, etc. Et puis finalement, quand j'écoute les infos, je me dis tout ça pour ça sert à rien. Est-ce que finalement on touche un peu avec l'anxiété? Ouais, en fait, c'est très dur effectivement de demander à des personnes de faire des efforts où ils voient pas les résultats. Ouais. En fait, n'importe qui en fait des efforts, je sais pas, pour perdre des kilos, et on va avoir un résultat, on va avoir un gain narcissique. En fait, pour accepter de perdre quelque chose ou de se restreindre, l'individu a besoin de gagner, d'être gagnant sur un autre plan. Ça, c'est Freud qui nous en parle dans le modèle du deuil. Il nous dit, pour arriver à faire le deuil de quelqu'un, il faut s'identifier à une partie de lui. Donc, si vous perdez, je sais pas, votre sœur Janine, qui était très maniaque, qui faisait le ménage de partout, vous allez peut-être accepter de cette perte une fois que vous seriez un peu identifié à elle, et vous allez, pareil, être tout briqué chez vous, ça va être impeccable. C'est exactement pareil, effectivement, ce que vous dites, c'est très juste. Ce qui nous fait aussi éprouver de l'anxiété, c'est qu'on se dit, il va falloir changer. Et donc ça, c'est hyper anxiogène, le changement déjà en soi, mais en plus, le changement, si en plus on gagne rien, franchement, c'est encore plus compliqué. Et donc, il faut arriver un peu à des solutions, moi, que je pense gagnant-gagnant, pour essayer de, certes, on perd sur un plan, mais il faut qu'on soit gagnant sur un autre. C'est ça qui sera tenable au niveau de la durée, je pense, pour que les efforts tiennent. Oui, donc finalement, le côté solo, où voilà, on peut réfléchir avec soi-même, on entend une info, on est tout seul, on peut peut-être contrer l'anxiété qu'elle va générer en essayant d'y voir quelque part une sorte de plaisir à changer, puisque justement on va pas perdre quelque chose au sens négatif, mais on va changer quelque chose et qui peut être aussi plaisant au niveau estime de soi, bien-être, ou changer de type commercialement parlant, on va dire, on peut imaginer consommer d'autres produits qui seront meilleurs en termes d'impact, mais qui n'empêcheront pas d'avoir un certain plaisir à les utiliser. Et je voulais dire aussi, est-ce qu'il n'y a pas aussi une voie sur le collaboratif, être à plusieurs, ne pas rester seul justement? Totalement, totalement Stéphane. Par exemple, là je rebondis sur la consommation. Ouais, on peut prendre notre voiture, faire 20 bornes pour aller à but. Finalement, le meuble qu'on veut, il n'y est pas à but. On fait un autre alinéa, on fait un autre magasin. On continue tous ces magasins, on fait la queue, c'est pas confortable, on se sent mal. Franchement, aller peut-être voir l'artisan d'à côté, commander le meuble, et puis finalement on se dit, ça va peut-être pas le faire, c'est trop cher pour le budget, mais on va lui prendre au moins les planches. Et en fait, après
après on rentre chez nous, on le fait avec notre voisin, notre enfant, etc. On tourne ça en jeu, c'est gagnant-gagnant, quoi. Ouais, voilà, je veux dire, on n'a pas perdu notre samedi après-midi dans les bouchons. Et en plus, on a pris du plaisir, on a fait une activité ludique, créative, et puis pas seul. Et en effet, alors là, je suis totalement d'accord. D'où le gagnant-gagnant, comme tu dis très bien. D'où le gagnant-gagnant, exactement. Et justement, quand, toutes les personnes qui nous écoutent peuvent dire, bon voilà, ça, on en a parlé plein de fois, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Elles sont peut-être éco-anxieuses. Alors comment cette éco-anxiété, elle peut affecter la qualité de vie et le bien-être des individus, hein, tu viens de le dire, hein, ça peut paraître un peu aberrant l'exemple d'aller chercher un meuble dans un magasin, se rendre compte qu'il n'y est pas, de continuer de passer sa journée à faire ça. Est-ce qu'on peut parler quelque part d'une sorte de perte de sens dans sa vie actuelle et future, justement, parce qu'on dit quand on fait un peu le bilan de sa journée, quand on est allé à but, qu'on n'a pas trouvé son meuble, qu'on a refait 20 bornes, etc., qu'on arrive fatigué, énervé parce qu'on était dans la foule. Totalement. Quel sens? Quel sens? Ouais, exactement. On est mal et ça a aucun sens, en fait. On est dans une société où on nous enjoint à consommer des biens de consommation. Mais en fait, quand on consomme, on détruit, on consomme le meuble, après on le jette, on en rachète un autre, et c'est sans fin, en fait. C'est une croissance, voilà, on nous prône comme ça de consommer à l'infini. Mais le consumérisme, ça a jamais nourri l'affection, ça a jamais nourri l'esprit. Et en fait, après, on est desséché, il n'y a plus de sens à nos vies. On a certes consommé, on a une belle maison, bien aseptisée, mais en fait, on est malheureux, quoi. Finalement, la psychologie au sens large, et puis ramener à la thématique de l'éco-anxiété, j'imagine, c'est aussi aider des personnes à remettre un peu du sens sur ce qui entrave leur quotidien, quelque part. Ouais. Que ça soit des problématiques environnementales ou autres. Totalement, c'est les aider à réfléchir sur leur comportement, leurs actes, leurs projets de vie, pour que ça soit plus aligné avec ce qu'ils sont et moins avec ce que la société essaye de nous vendre. Ouais, c'est retrouver du sens, de la liberté et de la créativité aussi. On en manque énormément. Ouais. Et justement, voilà, plutôt qu'aller consommer, moi j'encouragerais plutôt à créer, quoi. Créer un nouveau mode de relation. Tout à l'heure, tu disais, de pas être forcément seul. En effet, on est dans des sociétés très individualistes. On est tous dans notre petite caisse qui nous sert à nous transporter, la voiture. Et en fait, on est dans les bouchons, on est mal. Franchement, si on avait d'autres moyens de transport ou qu'on allait moins loin, mais qu'on était plus regroupés, plus ensemble, avec un lien social finalement plus resserré, ouais, je pense que les gens iraient bien mieux. On dit souvent l'union fait la force. L'union fait la force. Donc, et on est des êtres sociaux, en fait. Ça, on est des êtres sociaux, donc c'est important ce que tu dis, la créativité, parce qu'on peut créer seul, mais on est, voilà, comme tu dis, dans une société quand même assez tournée sur les individualités. Beaucoup de gens s'expriment en disant je, et rarement nous. Et c'est peut-être aussi une clé pour sortir un peu de ce côté angoissant, parce qu'on vit seul, on veut tout faire tout seul, on veut tout assumer tout seul. Totalement. On finit par se rendre compte, même inconsciemment, que on peut pas tout porter. Ça pèse, en effet. On n'est pas Superman, on n'est pas Superwoman. Et effectivement, comment je pourrais dire ça, on est souvent seul avec nos problèmes, et il y a justement ce qu'on appelle un peu l'effondrement des métacadres. C'est-à-dire qu'avant, on s'appuyait plus sur le voisin, sur l'épicier, sur la personne, voilà, qui était garante du culte, de notre culte dans notre région, sur l'école, sur l'État, sur l'hôpital, et tous ces cadres, ces métacadres sur lesquels on s'appuyait psychiquement sont en train de s'effondrer, et le lien social aussi avec le Covid se délite, et forcément nos angoisses, on les garde, nos angoisses, notre anxiété, on la garde pour nous, alors qu'avant, de pouvoir en parler à tel, ça permettait de réguler finalement tout ça, et donc ça nous débordait beaucoup moins. Donc oui, ça c'est aussi une des causes de l'éco-anxiété. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'il existe des groupes de population qui sont plus vulnérables à l'éco-anxiété, et pourquoi ? Alors oui, personnellement, je pense qu'il existe des groupes de population qui sont plus vulnérables. Moi, je dirais que c'est ceux qui ont le luxe d'être suffisamment en sécurité matérielle, physique et psychique. C'est-à-dire que quand on ne sait pas comment on va nourrir nos enfants demain, c'est difficile d'être éco-anxieux. Ouais. Quand on vit sous les bombes aussi, franchement. Donc les gens qui sont contraints malheureusement à vivre dans le présent parce qu'ils ne peuvent pas se projeter, ils n'ont pas ces conditions, cette sécurité interne, pour moi ils ne sont pas éco-anxieux, ils sont même pas traversés par ces problèmes-là. Et donc quelque part les éco-anxieux, c'est ceux qui sont suffisamment sécures pour pouvoir se projeter un minima. Et puis finalement... C'est quelque part des personnes qui n'ont plus trop à réfléchir dans le quotidien
assouvir leurs besoins de base, hein, finalement, de se nourrir, de se loger, etc. Donc finalement, c'est ceux qui risquent, enfin ceux qui sont plus vulnérables, sont les personnes qui ont peur de perdre ce qu'on appelle leur cadre de vie, leur qualité de vie, leurs acquis, leur richesse, hein, au sens matériel du terme, leur sécurité, quelque part. Voilà, aujourd'hui, on a tous l'eau au robinet chez nous, c'est une sécurité. On se pose plus la question d'une ressource quand même vitale. Bon, elle coûte certes, mais pas tant que ça. Et on la gâche. Voilà, donc peut-être que la prise de conscience que c'est pas finalement si acquis que ça, c'est ce qui crée justement, comme tu dis, chez des personnes qui ont un cadre assez organisé, la peur de le perdre. Ouais, totalement. On a peur du manque dans cette société où justement on a tout. On va dans un supermarché, tout est plein à ras-bord. On vit un peu en insouciance quelque part. Ouais, totalement, mais c'est une illusion. On vit dans une grande illusion. Enfin voilà, le néolibéralisme nous a plongé dans cette illusion que tout était accessible à n'importe quelle heure, tout le temps. Mais c'est pas ça qui nous rend heureux. Et ça, c'est une deuxième illusion. On nous a fait croire que c'est ça qui nous rendrait heureux, mais pas du tout. Moi, j'ai des fois des patients qui ont tout, hein, une belle maison, vous savez, le rêve américain, hein, le mari, de CDI, de voiture, le chien, les 3 enfants, ils sont malheureux. Ils sont hyper malheureux, ils se droguent aux anxiolytiques, et encore, voilà, si c'est pas autre chose, et ils sont en burn-out, ils sont dépressifs, finalement ils s'arrêtent de travailler, s'occupent plus de leurs enfants, et en fait, voilà, tout ce qu'ils ont construit, en fait, ça n'a plus de sens, justement. Donc, en fait, il faut arriver à se reconnecter avec ce manque, et se dire que finalement, voilà, ouais, si on n'a pas de moutarde, c'est pas un drame. Et quand on voit maintenant qu'il y a la moindre petite goutte d'essence qui manque, ou au papier toilette, là, lors du Covid, ouais, ça fait peur de voir certaines réactions, voilà. Mais parce qu'on nous a habitués à ça, et je pense que, voilà, ce qu'il faut surtout défaire, c'est de croire que c'est ça qui nous rend heureux. Moi, je pense que de se reconfronter au manque, c'est aussi se reconfronter au désir, parce que le désir naît du manque. Et en fait, voilà, le désir, c'est essentiel, et c'est ça qui nous anime finalement, et c'est ça qui nous rend heureux, même si on ne peut pas l'assouvir tout de suite. C'est ça. Voilà, dans l'immédiateté, on est dans une société beaucoup immédiate. Donc finalement, en t'écoutant, je me dis que c'est un phénomène qui est sans doute observé surtout chez les sociétés dites développées, industrialisées, riches, voilà, d'un point de vue PIB, pour parler économique, ou est-ce que finalement c'est aussi un phénomène qui touche des populations plus démunies, avec moins de richesse matérielle? Ouais, je crois que malheureusement ceux qui ont aussi ces populations un peu du tiers-monde, etc. On parle des réfugiés climatiques, qui souvent sont des personnes qui n'ont pas spécialement contribué au changement climatique, mais qui en subissent les conséquences. Ouais, exactement. Je crois qu'ils sont aux premières loges pour voir les transformations. Hein, donc, ils sont sûrement plus impactés. Après, je sais pas les études qui ont été faites là-dessus, mais ils ont peut-être moins aussi, justement, le luxe de pouvoir vraiment y penser. Ils sont peut-être plus dans l'action. Et nous, on a ce luxe de pouvoir s'angoisser, entre guillemets, s'inquiéter de ça. Mais au-delà de l'angoisse et de l'anxiété, je pense qu'il faut surtout engendrer une réflexion, de la pensée. C'est-à-dire, on est dans une société de l'action, mais d'abord, réfléchissons, nous psychologues, quand on nous dit « Ah oui, c'est urgent, il y a telle situation », on dit « Ah là là, pour nous, c'est déjà urgent de penser ». Voilà, avant d'agir. Et je pense que c'est un petit peu ça, qu'il nous faudrait aussi dans nos sociétés occidentales, qu'on se pose, on n'a pas beaucoup de temps par rapport aux défis, mais qu'on essaye de réfléchir et justement réfléchir à d'autres manières de consommer mieux, peut-être moins, parce qu'on privilégie beaucoup la quantité dans nos sociétés, mais on pourrait effectivement peut-être privilégier plus la qualité et consommer autrement, peut-être aussi plus local, plus en lien. Il y a plein d'autres manières, mais pour ça, il faut d'abord réfléchir et on a peu de temps de réflexion. C'est vrai, je trouve. Alors, je voudrais qu'on s'attarde aussi sur une partie de la population, à savoir la jeunesse, puisqu'on parle beaucoup d'une jeunesse de plus en plus consciente d'un avenir inquiétant, on va dire, des jeunes qui ne souhaitent pas mettre leurs compétences, leur savoir au service d'entreprises polluantes, qui ne croient plus dans les paroles des élus. Est-ce que finalement, chez ces jeunes-là, c'est un signe, une sorte de signal de l'éco-anxiété? Oui, alors je pense que les jeunes sont particulièrement la cible de l'éco-anxiété. Ils sont particulièrement éco-anxieux parce que l'avenir les concerne d'autant plus. Et je me dis, il faut s'appuyer sur cette jeunesse. Enfin, la jeunesse, c'est aussi l'avenir. Et ils ont compris qu'effectivement, ils avaient un pouvoir. Le pouvoir n'est pas qu'entre les mains des boomers, quoi, ceux qui ont pour le moment les clés du monde. Le pouvoir, il est aussi dans nos mains à tous de consommateurs. Et les jeunes l'ont bien compris. Donc, effectivement, moi, je me dis,
comment aussi on peut agir en renforçant notre éthique et en se disant, voilà, je vais consacrer 8 heures par jour de mon travail à telle tâche. Est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est conforme à mes valeurs? Est-ce que c'est conforme finalement au bien, pas qu'au mien, quoi, au bien aussi des autres et du collectif? Et ouais, moi je trouve ça plutôt bien que les jeunes finalement agissent dans ce sens-là. Le fameux sens. Ouais, exactement. Ouais, on trouvera peut-être plus de sens à se projeter dans sa carrière et son évolution sur Terre, hein, pour faire très large, et oui. en y mettant, en y contribuant de manière moins impactante sur l'environnement, parce que c'est vrai que quitte à acquérir des richesses et des biens matériels, on peut le faire différemment, mais en contribuant d'une manière plus respectueuse de l'environnement. Totalement éthique, avec nos valeurs, et là où finalement, pendant quelques années, les dernières décennies, la seule valeur, c'était la valeur argent, monnaie, qui est finalement l'argent, hein, ça a pas d'odeur, comme on dit, c'est totalement, c'est quelque chose qui est totalement l'inverse de l'humain, et ben effectivement, ça a pas de sens, et donc si on remet finalement dans notre échelle de valeurs l'homme au sommet, l'homme, l'être humain, l'humanité, ouais, je pense qu'on pourra faire de belles choses, ouais. C'est vrai que l'argent, c'est important, hein. Je sais qu'il y a pas mal de sociologues, de neuroscientifiques qui démontrent que quand on a mis l'argent à la place où elle est aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que tout passe par l'argent, on a ramené l'homme, avec un grand H, à ses impulsions un peu primitives, c'est-à-dire voilà, il pense tout pour lui, il veut de l'instantané. Totalement. Et ça l'a fait se déconnecter du collaboratif, du coopératif, du collectif. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté, alors l'argent ne fait pas le bonheur, hein. Ouais. Tu l'as exprimé tout à l'heure avec les exemples de personnes que tu peux voir régulièrement. Ça y contribue, certes d'un point de vue matériel, bien sûr. Personne n'est contre, mais c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose de lié. Oui, totalement. On est vraiment dans un modèle économique où c'est le modèle de la jouissance, quoi. Il nous faut tout de suite, etc. Mais en fait, c'est pas, voilà, comme je disais, c'est pas ce qui nous amène la vraie satisfaction et le vrai bien-être qu'on recherche tous, hein. Finalement l'être humain il recherche ça, mais dans le modèle dans lequel on est, c'est pas cohérent. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment aller vers des écologies plus profondes, hein. On va y venir avec l'écosophie, où au lieu d'être dans une écologie un peu de surface où on va juste mettre un pansement sur telle chose, voilà, je pense qu'il faut vraiment revoir notre système de valeurs et vraiment profondément à la base, quoi. Tout à fait. Alors justement, tu en parlais. Ça tombe bien, très bonne transition, parce que toi, en tant que psychologue clinicienne, tu abordes le traitement de l'éco-anxiété en parlant d'écosophie. Voilà. Une nouvelle manière de philosopher, on va dire, de ne pas se laisser dépasser par ses émotions, ses craintes, ses peurs. Tu peux nous en dire plus un peu, Aurélie, sur cette écosophie? Ouais, bien sûr. Composé, c'est un terme qui est composé donc du préfixe éco et du suffixe zophie, la sagesse. Et en fait, là où il y a de l'éco-anxiété, moi je me dis, il serait peut-être pas mal de la transformer cette anxiété, de la mettre au service de la sagesse. On est justement, comme on disait, dans une société où on n'a plus beaucoup de sagesse. La sagesse, c'est vraiment la prudence, c'est la modération, c'est le recul, c'est d'être connecté avec des valeurs. Et donc, je me dis, l'écosophie, c'est vraiment un modèle à développer. Donc c'est un modèle qui a été développé d'abord par des philosophes, hein, 2 philosophes notamment, Arne Næss qui est philosophe norvégien et qui dans les années 1970 a créé finalement ce terme d'écosophie. Et ce qui lui développe, c'est très intéressant. Il nous dit en fait que tous les êtres vivants devraient avoir la même valeur. Donc on parlait de valeur. Et voilà, ce qui est pas le cas actuellement où nous on pense que l'homme est au-dessus de tous les autres écosystèmes. Et en fait, il nous dit voilà, ce serait vraiment quelque part nous remettre à notre place de considérer qu'on a la même valeur qu'un autre être vivant et qu'on n'est pas là pour finalement dominer la nature et la mettre totalement sous notre suprématie. Et justement, on voit bien en plus qu'en le faisant, on la gâche et on l'abîme finalement. Donc voilà, dans l'écosophie, il y a déjà ça de Arne Næss, voilà, cette idée-là. Et en fait, ça a été aussi développé, ce concept, par Félix Guattari, un peu plus tard, donc un philosophe français, un grand monsieur, et qui lui a effectivement aussi repris et modélisé cette écosophie selon 3 axes. Donc pareil, il nous dit de pas faire quelque chose de surface, il propose un vrai modèle de refonte en fait de notre société. Il parle certes de l'écologie comme on en entend, environnementale, mais il parle aussi d'une écologie sociale et d'une écologie mentale. Et donc c'est un peu ce qu'on disait, quoi, de revoir le vivre ensemble et de revoir nous aussi notre propre rapport à nous-mêmes.
Donc c'est vraiment un terme qui est vraiment très vaste et pour le moment qui est même en construction pour moi. Voilà, il y a ces deux sens là de l'écosophie, mais je pense qu'on peut aussi en rajouter un sens psychologique où finalement ça peut être une posture interne. On pourrait se dire écosophe, c'est-à-dire on adhère un peu aux conceptions de ces philosophes, mais aussi on va la mettre en pratique finalement en étant finalement assez sage et en entretenant un rapport de sagesse avec notre environnement. D'accord. Donc finalement, l'éco-anxiété, enfin selon l'idée de ce que tu viens d'expliquer, d'écosophie, ça peut montrer qu'il existe des sortes de stratégies ou des approches thérapeutiques efficaces pour aider justement les gens à composer avec cette anxiété liée à l'environnement. Alors, pour les thérapies, il y a plusieurs niveaux. On a d'abord un premier niveau où il suffit de regarder sur Internet et on vous dira un peu comment soigner l'anxiété. Ouais. Donc, comme on disait, il peut y avoir, dans les cas extrêmes, bien sûr, des petits traitements à base de plantes, des choses comme ça, ou même un peu plus forts. Mais sinon, c'est une approche corporelle, la sophrologie notamment. Mais sinon, vous verrez sur Internet, il y a marqué plein de choses. Se balader en forêt, agir. Tout ça, c'est des choses qui permettent de baisser les niveaux d'anxiété. Mais je pense que ça, c'est pareil, c'est quand même un peu des pansements. Si on adopte une vraie posture interne, si on entame un vrai travail de réflexion sur soi et le sens qu'on veut donner à sa vie et à notre passage sur Terre, en pensant aux générations futures, là, je trouve que ça soigne vraiment l'éco-anxiété de manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus efficace. D'accord, donc finalement, c'est un moteur, il faut l'utiliser comme un moteur positif, je dirais, pour inciter les individus à agir en faveur de la protection du climat, pour faire très large, et pour transformer l'anxiété, cette anxiété liée à l'environnement, en action concrète, plutôt que dire voilà, je peux rien faire, c'est plus de mon niveau. Exactement. En fait, il peut avoir deux positions. Soit l'aquabonisme, voilà, ça sert à rien, c'est foutu. Ouais. Donc ça provoque quoi ? De la paralysie. On est figé, comme un lapin. Ça entretient une sorte de déni aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent on est dans le déni. Alors voilà, ça peut aussi provoquer du déni. C'est encore un peu autre chose. Le déni, on veut vraiment pas voir le déni. On veut pas voir cette réalité. C'est plus ceux qui sont éco-sceptiques, etc. Voilà. Mais je l'entends aussi comme pas confondre. Mais j'entends aussi comme un mécanisme de défense. C'est tellement dur à voir qu'on préfère ne pas voir. Donc ça, c'est une solution, qui n'en est pas une, mais voilà, une stratégie un peu psychologique où on essaye de parer un peu aux angoisses que ça suscite en nous. Il y a un peu, comme on disait, la paralysie de l'aquabonisme, et comme je voulais dire, c'est vraiment cette image pour moi du lapin, vous savez, qui est éclairé par les pleins phares et qui finalement reste pétrifié sur la route parce que du coup, alors pour le coup, là, il est pas dans le déni, lui, il voit bien la vérité des phares dans ses yeux, mais c'est tellement finalement effractant aussi qu'il en reste paralysé, donc ça va pas. Jusqu'à l'impact. Voilà, jusqu'à l'impact, donc c'est pas la solution. C'est pas la solution. Et on a aussi l'autre extrême, quelqu'un qui va s'agiter, qui va avoir conscience, qui va pas rester paralysé, mais qui va s'agiter jusqu'à s'épuiser. C'est pas bon non plus, parce que le défi, c'est un défi collectif et sur le temps. Il faut pas juste mettre un. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont très conscientes du sujet, qui essaient d'en parler beaucoup, peut-être maladroitement. Et qui ont le sentiment d'agacer ou d'être un peu marginalisés par leur entourage, leur famille, leurs amis, en disant c'est bon, environnement, tout ça, regarde, finalement tout va bien, les commerces sont pleins, etc. Donc on peut se sentir, quand on est dans cette tendance-là, exclu, ou jusqu'à se poser la question, est-ce que c'est pas moi qui suis malade à un moment donné, là je me fais peut-être trop de mourants pour pas grand-chose, tout va bien. Ouais, c'est très juste ce que vous dites. Je pense qu'on peut se sentir incompris des fois par ses proches et peut-être par ceux qui sont pas de la même génération. Ça, c'est pas les mêmes enjeux psychiques aussi, mais effectivement chacun se défend un peu de ses angoisses. Moi je pense qu'elles sont quand même assez universelles, ces angoisses. On voit quand même tous plus ou moins que ça change. Après on se défend tous comme on peut plus ou moins, mais effectivement il y en a qui peuvent être lucides, qui agissent et qui peuvent se sentir totalement incompris. C'est vrai, quand on regarde chaque année, il y a des barèmes qui mettent les préoccupations principales des Français d'année en année. Il y a post-Covid, je crois que pour une des premières fois, la préservation de l'environnement est arrivée dans le top 3, avant l'emploi, la sécurité. On voit bien quand même qu'il y a ce fond global.
Et c'est plutôt positif. Et d'ailleurs, pareil, dans notre métropole de Lyon, c'est des écologistes qui ont été élus. Et donc là, c'est pareil. Pour moi, c'est un signal fort quelque part. Et sans la politique, on fera rien non plus. Donc il faut effectivement changer chacun à notre niveau et entamer ce travail psychique, finalement, voilà, sur ces bouleversements, ce que ça suscite en nous, etc. Et de transformation de notre mode de consommation. Mais ça passe aussi par le politique, hein, de toute façon. Ça passe par le politique. Oui, ça me fait penser à une personne qui parle du triangle de l'inaction entre l'État, les entreprises et le citoyen. L'État disant c'est pas de notre rôle, c'est plutôt aux entreprises et aux citoyens de changer un peu de paradigme. Les entreprises disent nous, c'est pas à nous de faire ça, c'est aux citoyens et à l'État de se mettre en marche. Et le citoyen, lui, va dire nous, c'est pas de notre faute, on n'y peut rien, c'est à l'État de mettre des lois et aux entreprises de changer. Oui. Donc ça reste un cercle fermé et rien ne se passe puisque tout le monde se renvoie la balle. Donc là, justement, il faut peut-être trouver quelque chose aussi pour que il y a un mouvement là-dessus qui se lance et que chacun joue vraiment son rôle sans le reporter sur les autres. Totalement. La planète, elle est à tout le monde et à personne en même temps. C'est ça la difficulté. Donc la responsabilité, elle est très changeante. En fait, elle nous appartient à tous et à personne en même temps. Mais moi, je me dis, c'est surtout comment on peut chacun prendre sa part à son niveau et amorcer un changement. Mais en tout cas, ce que tu soulèves, Stéphane, c'est aussi l'apathie. On peut se dire, mais comment ça se fait ? On a cette conscience maintenant des choses. On est informé, etc. Mais ça bouge pas. Ou tout du moins, ça bouge vraiment pas assez vite. Ça, c'est un constat qu'on peut tous faire. Et il y a des psychanalystes qui se sont penchés sur la question, notamment Harold Searles, qui est un grand psychanalyste américain, et qui nous dit « Nous sommes en train de polluer suffisamment notre planète pour nous assurer de n'avoir plus rien à perdre lors de notre propre décès. » Donc voilà, lui, il explique l'apathie par le fait finalement que l'être humain reste quand même profondément égoïste et peut-être que pour les générations au-dessus, ils se disent il nous reste plus beaucoup de temps sur cette planète, donc ça nous concerne plus. Et peut-être que c'est pour ça aussi que les jeunes se sentent plus concernés et visés, plus sensibles. Ouais. Donc en fait, l'idée de cette éco-anxiété, pour la transformer en un moteur, on va dire, positif, pour inciter les individus à agir en faveur de la protection de l'environnement, du climat au sens large, on va l'utiliser comme un moteur d'action un peu plus concrète que de rester dans de l'état des lieux et de la parole. Oui, totalement. Alors, oui, c'est un positionnement interne, finalement, cette écosophie, mais qui peut se décliner par des choses très concrètes. On parlait donc du gagnant-gagnant, mais je me dis, il y a plein... Je parlais aussi justement qu'il faut se poser et réfléchir. Je suis sûre qu'en réfléchissant, on peut, de manière très concrète, économiser de l'énergie sans même que ça nous coûte, finalement, quoi que ce soit. Voilà, il y a le versant où on peut gagner et il y a le versant où, en fait, on peut économiser sans perdre non plus. Mais pour ça, il faut réfléchir. Je prends un exemple, tu parles concret. Au lieu de monter le chauffage à 22, on s'achète un vêtement thermique. Voilà, je me dis, Un exemple tout simple, qui est pas facile à accepter, puisqu'on a l'impression souvent qu'on va nuire à son confort. Il va avoir froid, je suis obligé de mettre un pull. Mais en soi, le résultat est le même. En fait, le résultat est le même. Après, on peut chauffer à 15-16 et notre confort est exactement le même. Ça. Donc, et en plus, après, ce vêtement, il peut se réutiliser tous les hivers. Et puis, il y a la phase de changement. Moi, je connais pas mal de personnes qui se disaient frileuses et puis au bout d'un hiver ou deux, se rendent compte que même à 19-20, ça se passe bien. Exactement. Ouais, je pense qu'on s'est fait tout un monde où on est comme dans une bulle, un peu un cocon protégé, mais hyper protégé. Voilà, comme on l'a dit plusieurs fois. Et puis, il y a ce côté... lié, on l'a dit, aux médias qui en parlent de plus en plus, mais qui font leur rôle, c'est-à-dire ils sont là pour informer. Mais sur ces thématiques-là, on a aussi peut-être besoin d'un petit coup de pouce qui peut passer par la sensibilisation. Souvent, j'aime bien rappeler que la sensibilisation, c'est rendre sensible à. Donc, éveiller un peu les consciences. Et aujourd'hui, il existe de nombreuses associations, des dispositifs, des communications, des programmes éducatifs, j'en passe, dont l'objectif, justement, c'est de sensibiliser les gens à ces enjeux environnementaux et à la nécessité de changer. La fameuse transition écologique, énergétique, etc. Alors, est-ce que, selon toi, Aurélie, la sensibilisation, elle joue un rôle elle peut jouer un rôle dans la gestion de l'éco-anxiété, si tant est qu'elle sensibilise en bien, parce qu'on peut sensibiliser en faisant peur, finalement. Même si on le fait pas volontairement.
Mais la sensibilisation peut parfois éveiller les consciences en disant « Oh là là, oui, j'avais pas... je suis sensible à ça, je m'en rends bien conscience, du coup, je flippe, je suis anxieux, je sais plus quoi faire. Donc, je fais rien. » Oui, effectivement. Alors déjà, pour sensibiliser, je pense qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui sont sensibilisés, mais après, il y a aussi ce deuxième palier de comment faire pour que les gens passent à l'action. Et là, je reprends la métaphore du petit lapin sur la route. Moi, j'ai envie de le prendre, de le mettre sur le bas-côté, de le rassurer, et finalement de lui offrir les conditions psychiques pour qu'il puisse agir et en se sentant pas paralysé par la peur, par l'effroi ou par d'autres sentiments agir avant qu'il très soit trop violents. tard, c'est ça. Exactement, mais je pense que ça passe vraiment par le fait de le rassurer, et je parlais justement de sécurité, etc., psychique, matérielle, etc., avant, mais il y a ce côté aussi, pour moi, à mon sens, dans l'écosophie, où en fait il faut être philanthrope, c'est-à-dire en fait en prenant soin des autres, on les sensibilise, mais on leur permet aussi de leur offrir les conditions pour qu'ils puissent agir. Je sais pas si je suis claire, mais il y a quelque chose d'un cercle vertueux, c'est-à-dire en prenant soin des autres, les autres après sont suffisamment sécures pour prendre soin de la planète. C'est ça. Oui, c'est un petit peu ça me fait penser au concept de la fameuse fresque du climat, que je crois savoir que plus d'1 million de Français l'ont fait déjà. Le but, c'est d'informer, de faire prendre conscience, de réfléchir et ensuite de donner des pistes d'action, de ne pas s'arrêter au constat. Mais c'est comment, l'objectif étant, on le sait, de réduire notre impact, de limiter le réchauffement climatique à horizon 2050-2100. Donc c'est pas facile de se projeter aussi loin. Tout dépend de son âge, tu vas me dire. Mais c'est un peu ce niveau-là, c'est de donner des pistes d'action. Donc plutôt que de s'arrêter à rendre sensible, à juste informer quelque part, parce que sensibiliser, c'est aussi donner une information, la détailler. Mais si elle est censée bouger les gens, donc les faire changer, faut-il qu'ils aient un moteur. Oui. Et donc on peut les aider justement à travers la sensibilisation, en donnant des pistes d'action justement. Et pour en revenir à l'éco-anxiété, faut-il que ces actions soient envisageables, parce que il y en a certaines qui peuvent paraître un peu complexes. Moi je le vois dans une structure comme la Lec Lyon, entre faire quelques éco-gestes et rénover complètement sa copropriété ou sa maison, bon, il y a un cap, il y a des niveaux petit à petit qu'il faut franchir. Donc est-ce pas là aussi une solution d'y aller petit à petit? Alors c'est toujours un peu paradoxal avec l'état d'urgence climatique, mais autant faire un pas après l'autre plutôt qu'aucun pas du tout. Doucement mais sûrement, on est totalement d'accord. Et le psychisme a besoin de temps dans cette société qui s'accélère, où on est débordé, psychiquement j'entends. Je pense que la transition, et je suis d'accord, c'est assez paradoxal avec l'urgence climatique, mais la transition, elle doit être assez progressive quelque part, pour que psychiquement, ça tienne en fait dans le temps. Et je me dis, chaque année, ça peut être de se fixer un objectif, vous voyez, pas à pas, et que tu parlais de sensibilisation, je me dis, oui, on peut aussi sensibiliser les plus jeunes. On peut sensibiliser des fois par des petites paroles, on n'est pas obligé d'effracter l'autre, et on peut sensibiliser les jeunes, à l'école. Je me dis, ils sont des vraies éponges, ils sont vraiment éveillés, ils sont curieux, et le monde de demain sera dans leurs mains, et eux, on peut les sensibiliser dès la base. Ils auront peut-être même pas tant à faire ce changement-là, ou à craindre ce changement, si dès la base, on les informe et on les sensibilise. Tout à fait, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, et d'ailleurs, ça m'amène une question concernant les parents des jeunes, puisque quand on est jeune, a priori, on est encore encadré par ses parents. On parlait tout à l'heure de la jeunesse au sens large, mais de potentiel éco-anxieux. Donc, alors comment les parents, quand on est parent d'enfants, on peut les aider à se développer, mais dans une perspective positive, mais en étant conscient forcément, sans être dans le déni, de l'environnement dans lequel ils vont évoluer, où on voit bien qu'il y a des changements qui commencent à se mettre en place, et que quand on a un enfant d'une dizaine d'années, on se doute bien quand il aura 40 ans, donc en 2050 passé, le monde sera plus forcément le même que celui qu'on connaît aujourd'hui. Et si on est éco-anxieux en tant que parent, comment faire en sorte d'élever ses enfants
afin qu'il ne soit pas dans cette anxiété. Bien sûr, alors d'abord il faut être au clair avec sa propre éco-anxiété, parce que les émotions se transmettent, et faut être au clair, il faut en parler. C'est encore pire pour un enfant quand on ne sait pas accompagner de mots, donc on a le droit, même en tant que parent, d'être éco-anxieux, mais il faut pouvoir le dire un peu à son enfant dans des termes finalement où il peut l'entendre et l'assimiler en fonction de son âge. On ne dit pas la même chose à un enfant de 3 ans, d'un enfant de 6 ans, de 10, de 15, de 20, tout simplement. Et en fait, progressivement, à nouveau, je pense qu'il faut que ça soit très progressif, on peut un peu le désillusionner, parce qu'en fait l'illusion c'est que tout continuera comme ça pendant très longtemps, et alors qu'on voit qu'il faut que ça change et que finalement le monde d'aujourd'hui sera pas le monde de demain. Donc il faut progressivement lui dire, je pense que voilà, il y a des choses qui changeront, puis après peut-être 2-3 ans après, oui c'est vrai que la planète elle se réchauffe, puis après encore après, notamment quand lui pose des questions, c'est qu'il est prêt à entendre les réponses, dire oui ça se réchauffe, ça va poser tel et tel problème, vous voyez, petit à petit l'éveiller, et sans catastrophisme, parce que de toute façon de son jeune âge il va se sentir encore plus impuissant que nous, donc voilà, bien. Mais justement l'éveiller à déjà une pratique éthique, voilà, et un fonctionnement durable, voilà, dans sa manière c'est-à-dire de consommer. Protéger quelque part leur santé mentale et éviter de leur rajouter une charge, on parle souvent de charge mentale aujourd'hui, quelle qu'elle soit, donc c'est vrai que ça peut être une charge supplémentaire, d'agir pour sauver la planète au sens très global. On entend dans plein de pubs, je fais le petit geste pour le climat, pour la planète, ça fait beaucoup quand même en termes de charge personnelle. Donc c'est sûr que aussi bien pour les jeunes, les enfants, que n'importe quel adulte, rejoint l'écosophie, on va éviter de se rajouter une charge comme Superman sauveur du monde, mais de la lisser justement sur des actions concrètes, faisables dans son quotidien, et quand on reprend un petit peu ce qu'on disait au début, en se reposant aussi sur le collectif et les choses qu'on peut faire à plusieurs. Voilà, ça rejoint la politique que tu disais. Aujourd'hui, enfin, on a les politiques qui ont été élus au suffrage universel, donc peut-être qu'il y a des changements aussi à faire sur les idées, contribuer plus au débat, etc. Et être plus dans l'analyse que dans le fait de subir les choses et puis d'agir au dernier moment ou ne pas agir du tout. Totalement, mais finalement, les enjeux climatiques, ce qu'on voit, c'est que ça nous impose un travail psychique supplémentaire que les générations ultérieures n'ont pas eu à faire. Voilà, qui est de traiter cette angoisse existentielle en se disant, voilà, la planète, ça sera peut-être plus la même planète, elle est peut-être pas si solide que ce qu'on croit, elle est peut-être un peu plus fragile, et il y a des choses qui vont, bouger, évoluer, et ça nous, on est censé faire comme quand on apprend que finalement on est mortel, il y a ce travail psychique qui s'enclenche avec ces angoisses existentielles face à la mort et qui nous travaille tout au long de la vie, et effectivement ces problèmes climatiques, ça nous rajoute un second travail psychique qu'il n'y avait pas avant, une nouvelle donne où on doit finalement composer avec le fait que peut-être la planète va pas durer éternellement comme ça, et en plus on y est un peu en partie responsable, donc ça rajoute encore une culpabilité, une charge supplémentaire, mais c'est quelque chose qui va se travailler tout au long de notre vie maintenant en fait, et c'est pour ça que ça doit être progressif et qu'il y a un vrai travail psychique à enclencher. Oui, c'est ça, et puis c'est rester positif en tant que, là on parlait des parents, ou n'importe qui peut avoir un message à passer à d'autres personnes, que ce soit dans le cadre de l'associatif, de l'entreprise, de la politique. Il y a toujours ce côté important, je pense, à mettre en avant, qui est de montrer que même s'il y a des changements, c'est pas forcément négatif, qu'on peut y trouver un confort, un plaisir à se projeter dans un monde peut-être certes plus chaud, mais qui aura été limité parce qu'il y aura eu des actions dans lesquelles on se sera inscrit, et dont on aura une certaine fierté à y avoir participé. Totalement, ce sera un monde différent assurément, mais pas forcément qu'en mal, et tout du moins c'est à nous de le créer, ce monde, donc encore il y a beaucoup de choses qui sont encore possibles, et effectivement je reprends une autre métaphore, Stéphane, là j'ai l'impression qu'on est dans une société où comme un vieux couple, on s'accroche à cette relation de couple qui est toxique et qui en fait nous fait plus du bien parce qu'on a vécu 2-3 mois de bonheur au début de la relation, ça fait 20 ans que ça va plus, mais voilà, on va quand même rester, et finalement tout le monde va en pâtir, monsieur, madame, les enfants, mais on s'accroche à ce qu'on connaît, parce que l'inconnu nous fait peur. C'est exactement la même chose. Là, on voit bien qu'il faut changer, mais on a peur, on sait pas, c'est l'inconnu, et en même temps, j'ai envie de dire, on peut voir la même situation, mais c'est dans un angle inversé, il y a tout à créer, il faut repartir de zéro avec d'autres valeurs, d'autres choses, et on croit qu'on va bien actuellement, que ce couple que je décris, qui se dit, ça va, je pars encore en vacances, on part encore en vacances, les enfants vont bien, donc tout va bien, mais c'est pas vrai. Les gens vont très mal,
finalement. Voilà, et comme je disais tout à l'heure, ils se droguent, etc. Enfin, ils se suicident, ils sont en burn-out. Et en fait, le monde va pas si bien que ça. Et ça se trouve, dans le prochain monde, ça se trouve, ça ira mieux. Psychiquement. Psychiquement, ouais, c'est ça. Donc, rester positif. C'est le message global. Est-ce que, Aurélie, tu aurais pour les auditeurs, des ressources ou des outils que tu pourrais recommander pour ceux qui cherchent à en savoir plus, justement, sur la gestion de l'éco-anxiété, sur l'écosophie Oui, j'ai plein de choses. Alors, sur l'écosophie, peut-être de revenir aux fondateurs de ce concept, Arne Naess ou Félix Guattari, ils ont chacun un ouvrage sur l'écosophie. Et sinon, pour ouvrir aussi à d'autres penseurs contemporains, je pense à Aurélien Barraud, qui est astrophysicien et philosophe, qui s'empare beaucoup de ces sujets-là, mais aussi Pablo Servigne, qui est docteur en biologie et conférencier. Et dans ma partie plus à moi psychiste, on a Roland Gori, qui est un professeur émérite de psychologie clinique et psychopathologie et qui travaille beaucoup, alors pas tant sur le climat, mais sur notre société actuelle, la norme, la pression quantitative. Voilà, en fait, il met des mots de psy sur un peu le phénomène social et sur la société. Donc je trouve que ce sont des lectures très intéressantes. Et pour terminer, un philosophe, Bernard Stiegler, qui est vraiment un de mes maîtres à penser, qui est fondateur et président d'un groupe de réflexion philosophique, Ars Industrialis. Il a créé ça. Maintenant, il est plus de ce monde, mais il a laissé vraiment quelque chose de très riche et on peut puiser dedans. Il a vraiment fait toute une philosophie autour de notre société et de comment on peut créer un autre modèle qui puisse être viable finalement pour les futures générations. Ok, merci en tout cas pour toutes ces inspirations. Quelque part. Une petite question perso, Aurélie, comme ça j'imagine que tu appliques dans ta vie, dans ton quotidien, ce que tu transmets à titre pro. Est-ce que tu penses avoir été éco-anxieuse un jour ? Alors les psys parlent pas trop d'eux-mêmes. Hein. Ça c'est déjà. C'est vrai qu'à t'entendre, tu transmets quand même la positivité, la joie de vivre, le sourire, etc. Donc, c'est plutôt très plaisant. Mais justement, est-ce que tu as une technique perso pour chasser les angoisses si tant est parfois qu'elles peuvent ressurgir parce que... Je suis obligée d'être positive, je travaille sur le désespoir, donc à part, sinon ça peut me faire trop désespérer. Mais ouais, bien sûr, j'ai été traversée par cette émotion et je l'ai traversée comme on traverse chacun dans notre vie plusieurs étapes, mais elle est encore présente et c'est effectivement ce qui est un peu le moteur pour moi et c'est ce qui me fait être ici. Et je trouve que la psychologie est malheureusement peu appliquée au domaine de la vie civile et je pense qu'il faut qu'on la sorte des cabinets pour finalement que nos concepts de psychologues et de philosophes puissent servir tout le monde et finalement la population entière et les défis de demain. La psychologie, le psy a souvent été un petit peu caché, on ne dit pas qu'on se renseigne, qu'on renvoie, etc. C'est ça. Alors que je pense qu'on aurait tout intérêt à démocratiser quelque part la psychologie, parler, communiquer, exprimer ses émotions, ses angoisses en l'occurrence. Exactement, et puis on pense l'individuel mais aussi la société et en fait on pense entre nous dans nos labos de recherche mais c'est pas assez diffusé, c'est pas assez et en fait je pense que les politiques pourraient aussi se servir de nos recherches pour bâtir un autre monde. C'est vrai. En tout cas, je partage ce que tu dis et je suis très heureux de t'avoir reçu dans l'émission parce que c'est vraiment un sujet important et en même temps très intéressant. Est-ce que tu aurais, avant de conclure, Aurélie, en quelques mots comme ça, des messages positifs ou inspirants qu'on peut transmettre aux personnes qui nous écoutent et quelques conseils à donner pour ressentir, des personnes qui ressentiraient l'éco-anxiété en ce moment? Le plaisir a été partagé, Stéphane, et je pense, je reviendrai pour terminer sur la créativité. Je pense que face à l'anxiété, la créativité c'est le meilleur des remèdes et on crée pas forcément seul, créer à plusieurs, créer votre style parental, créer votre maison, l'intérieur, ne serait-ce que créer votre style de vie, créer votre travail en lien avec finalement vos aspirations. Ouais, je pense qu'il nous manque beaucoup de rêves, de créativité, d'imagination et c'est ce qui fait aussi que l'anxiété flambe. Donc de se reconnecter à notre part créative, ça serait vraiment mon message. Très bien, c'est très intéressant en tout cas. Merci. Et c'est vrai que je rejoins ce que tu dis, la créativité. J'ai même lu des études un peu comme ça, psychosociaux, qui montrent que les jeunes notamment qui ont eu affaire à des activités un peu
liées à la créativité pendant leur enfance, que ce soit de la musique, du dessin, etc., ont justement un peu plus de recul et sont moins soumis à l'impulsivité en grandissant, et oui, à le vouloir tout de suite. C'est thérapeutique en fait. Voilà, c'est thérapeutique. Donc c'est intéressant de... Il faut réinstaurer du ludique en fait. C'est ça. En fait, quand je dis créativité, c'est aussi du jeu. C'est-à-dire, il faut jouer avec l'écologie parce que si on la prend au pied de la lettre, c'est tout de suite très plombant. Donc, il faut jouer à faire des balades écologiques avec nos enfants. Il faut jouer, comme je disais, à construire nos meubles. Il faut jouer à planter nos légumes. Enfin, tout ça, faut le vivre en fait comme un jeu. Quand c'est trop angoissant, faut le vivre comme un jeu et du coup, ça permet d'agir sans rester paralysé et en le vivant très très bien et avec plus de plaisir et avec les nôtres. Super. Eh ben, on va tous entrer dans le jeu. En tout cas. Merci beaucoup Aurélie pour cet instant climat passé ensemble. C'était vraiment très enrichissant d'échanger avec toi et de partager ton expertise, ton regard de pro, psychologue clinicienne sur cette manière d'aborder le sujet de la crise environnementale sans sombrer dans l'anxiété et donc sans être paralysé ou freiné dans ses envies d'agir. J'espère que tu as passé aussi un bon moment avec nous. Ouais, merci. Pour l'instant, il est l'heure de conclure. Retrouvez-nous lors d'un prochain Instant Climat et vous pouvez aussi écouter notre podcast La FAQ de l'énergie et du climat. Et si vous souhaitez contribuer et proposer des sujets et des invités, rendez-vous sur www.alec-lyon.org. En attendant, restez à l'écoute pour découvrir d'autres sujets inspirants et de précieux conseils et témoignages. Merci Aurélie. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.